Bonsoir à tous, mardi 3 septembre, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78, les titres de cette édition d'information. La visite ce matin, cet après-midi de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées à Saint-Cyr-l'École, Geneviève Darrieussecq, était aujourd'hui au lycée militaire pour la rentrée. Déplacement quelques mois après la révélation des affaires de harcèlement dans l'établissement. Où en est le nettoiement de la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy? Un comité de pilotage et un projet ont émergé sur le sujet, mais une association dénonce de son côté l'inaction de la mairie et de la préfecture. Son président est notre invité. Et les vacances terminées, nous parlerons du bilan estival du tourisme en Ile-de-France, une tendance plutôt positive, et le château de Versailles, toujours comme vitrine du secteur dans les Yvelines. Le détail dans ce journal. En plateau également tout à l'heure, le champion du monde de house dance, il est yvelinois. La rentrée se poursuit dans le département. Plus de 305 000 élèves sont revenus hier sur les bancs de l'école et le directeur académique Antoine Destré en parlait sur ce plateau. Quelques derniers ajustements de la carte scolaire ont été effectués en cette première journée. À noter 19 ouvertures de classe dans le département. Quelques exemples à la maternelle de la Commanderie à Élancourt, de Paul Verlaine à Montigny-le-Bretonneux ou encore à l'élémentaire Jules Ferry de Sartrouville. La direction académique a en revanche décidé de la fermeture de 7 classes du territoire. La liste qui va peut-être s'afficher. La voici. Donc pour ces fermetures, c'est le cas à l'école élémentaire Louis Clément à Buc, Jean Rostand et les Marolles à Chatou, ou encore pour l'établissement maternel Montebello à Maison-Lafitte. Et petit couac, en cette rentrée, 249 lycéens étaient hier matin sans affectation. Une solution a été trouvée pour les 60 élèves de seconde dans ce cas. Pour le reste, une commission d'ajustement doit se tenir jeudi pour trouver des établissements. Et l'Éducation nationale des Yvelines indique tout de même que la situation concerne moitié moins de jeunes que l'an passé. Le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École a fait sa rentrée des classes aujourd'hui. Pour l'occasion, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, s'est rendue dans l'établissement. Visite sous fond d'investissement financier, mais aussi sur la question de la prévention suite à une affaire d'harcèlement qui a été révélée en 2018. Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry étaient sur place. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, est arrivée ici au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École aux alentours de 15h. Elle a rencontré des élèves et des enseignants du BTS Cyberdéfense, une formation à la sécurité des réseaux informatiques et au système embarqué, un cursus créé en 2017. L'armée a investi dans ce BTS pour pouvoir remplir les rangs de techniciens spécialisés dans le cyber dans leur armée. Donc on est formé dans le domaine de la cyberdéfense. On va acquérir comment bien sécuriser des réseaux informatiques par exemple, aussi comment bien protéger notre ordinateur. Donc on va ajouter programmation, ensuite on a du réseau aussi, et on a aussi du système. Donc on voit vraiment tout, on a des compétences globales dans tous les domaines. La secrétaire d'État a aussi évoqué le plan d'investissement de 100 millions d'euros destiné à la rénovation des lycées militaires. Elle a aussi évoqué les questions de discrimination et de harcèlement sexiste dans ces établissements. Il faut écouter, il faut regarder, il faut dépister, il faut voir les signaux faibles, bien sûr les signaux forts, et faire en sorte de pouvoir prévenir et faire en sorte, surtout s'il y avait le moindre problème, de pouvoir sanctionner rapidement. Eh bien, nous arriverons à faire en sorte que ces comportements d'une minorité qui sont inacceptables ne se reproduisent pas. Près de 800 élèves ont fait leur rentrée 2019-2020 au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Des étudiants répartis entre le lycée, le BTS et les classes préparatoires aux grandes écoles de l'armée. La rentrée universitaire, elle, approche, notamment pour les étudiants de l'UVSQ qui reviennent sur les bancs de la fac lundi prochain. En attendant, la semaine dernière, l'établissement accueillait à Versailles l'université d'été de la CPU, la conférence des présidents d'université. Première fois que cet événement se délocalise hors de Paris avec, c'est une tradition, le discours de rentrée de la ministre Frédérique Vidal. Pendant 2 jours, échange entre les participants sur le thème cette année de l'internationalisation des universités. Présence d'ailleurs de présidents d'établissements catalans et canadiens. Quel rôle doivent jouer les universités françaises dans l'économie mondiale? Comment aller vers plus de coopération étrangère? Quelques-unes des questions abordées. Écoutez ces propos. Ce qu'on a vu émerger ces dernières années, ce sont des pays, voire des continents entiers
qui ont énormément investi dans le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans leur pays. Et ce qui est important, c'est que nous puissions aujourd'hui mettre l'ensemble de nos établissements aux standards internationaux de ce qui correspond aux attentes des étudiants en mobilité. Globalement, l'enseignement supérieur et la recherche est international. Mais c'est vrai que depuis quelques années, les indicateurs comme le classement de Shanghai qui est sorti il y a peu de temps en août montrent que cette compétition, les enjeux sont internationaux. Et donc chaque établissement doit se positionner dans cet espace international. L'internationalisation thématique aussi pleinement en lien avec le futur de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Son président était à notre micro. L'université de Versailles-Saint-Quentin est membre de l'université Paris-Saclay, que nous allons l'intégrer pleinement et entièrement en 2025. Et donc, un projet tel que l'université de projet Paris-Saclay, c'est de construire une université à rayonnement international pour la recherche et la formation. Donc ça s'inscrit, c'est un projet qui s'inscrit tout à fait dans cette logique d'internationalisation. À Versailles, toujours un défenseur de la chasse à courre condamné hier par le tribunal correctionnel. Il a été reconnu coupable de violence avec arme contre un militant de l'association Ava Rambouillet. Les faits remontent au 29 janvier dernier. Venu filmer une partie de chasse à courre, les membres du collectif qui demandent l'abolition de la vénerie avaient été pris à partie. Les propos sont recueillis par Aurélie Ronze. L'homme s'est approché vers moi, il a regardé ce qui se passait autour de lui, il m'a visé. À 3 reprises, il a envoyé de la bombe lacrymogène et il s'est enfui. Voilà. Les violences de suiveurs de chasse à courre se sont multipliées lors de la dernière saison. Il faut absolument que cela cesse. Le prévenu a écopé d'une peine de 2 mois de prison avec sursis et une amende de 1 500 € pour préjudice physique et moraux. Malgré nos sollicitations, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Près de 3 ans maintenant qu'a émergé dans les Yvelines ce que l'on appelle communément la mer des déchets, une décharge sauvage présente sur la commune de Carrières-sous-Poissy, mais aussi de Triel-sur-Seine et Chanteloup-les-Vignes. Plusieurs associations militent pour le nettoiement de cette plaine où ont été déposés illégalement 30 000 mètres cubes de déchets. Où en est-on concrètement aujourd'hui? On en parle avec vous. Anthony Effroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Rive de Seine Nature Environnement, également conseiller municipal d'opposition de la commune de Carrières-sous-Poissy. Alors dans un communiqué que vous avez fait paraître fin août, vous affirmez que rien n'a bougé depuis plus de 2 ans, 2 ans et demi exactement, sur ce sujet de la décharge sauvage. Pourquoi vous faites ce constat ? Écoutez, ça fait 3 ans qu'elle est apparue, cette décharge, et malheureusement, aujourd'hui, on n'a aucune opération de dépollution qui a été engagée, ni même programmée. Donc on peut s'interroger justement sur la réactivité des services de l'État, qui, à mon avis, n'est pas au niveau aujourd'hui, compte tenu de la catastrophe écologique que représente cette décharge. Puis on peut noter aussi que du côté du préfet des Yvelines, aucune étude des sols ou de l'air n'ont été diligentées auprès de l'ARS ou de la DRIE, de façon à savoir quel est réellement l'impact sanitaire et écologique de cette décharge. C'est-à-dire, vous visez directement la préfecture des Yvelines. Alors, vous envisagez une procédure pour carence fautive de l'État auprès du tribunal administratif, ça c'est en réflexion? Écoutez, oui, complètement avec notre avocat, puisque il faut quand même se rendre compte que cette décharge s'est constituée en 1 an à peu près. Nous, dès qu'on en a eu connaissance, on a apporté à la connaissance justement des autorités cette problématique, et malheureusement, en 1 an, rien n'a bougé, si bien que pendant cette année, le volume de déchets a plus que doublé. Donc on peut s'interroger justement sur cette apparente passivité des autorités qui, en tout cas, ont semblé faciliter la commission des infractions dans cette décharge. Alors nous avons contacté bien sûr aussi à ce sujet le maire de Carrières-sous-Poissy. Il nous a indiqué qu'un diagnostic a été effectué par la communauté Grand Paris Seine-et-Oise et une société spécialisée pour mesurer toute l'ampleur du problème, chiffrer aussi le montant du nettoiement de la décharge. C'est Marilène Yapichino qui l'a interrogé. Dans l'année 2019, on a mis en place donc un comité de pilotage pour l'ensemble de ces institutionnels, que sont la région, le département, ville et communauté urbaine, qui est présidé par le préfet des Yvelines. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a défini d'intérêt communautaire l'ensemble de la plaine, parce que bien sûr, le nettoiement des déchets et le projet environnemental qui va être fait après, il ne peut pas être limité à la seule commune de Carrières-sous-Poissy, au seul territoire communal. Il faut que ce projet-là il concerne toute la plaine et les 3 communes.
Alors, on parlait d'un chiffre, cette étude chiffre à 3 millions d'euros le total pour dépolluer cette décharge de Carrières sous Poissy. On précise aussi que ce sujet a fait une double page dans le dernier numéro du magazine de Carrières sous Poissy, voilà, que l'on voit à l'écran. Le maire de Carrières, Christophe Delrieux, parlait d'un projet qui se veut plus global pour le nettoiement. Il parle aussi de redynamiser cette plaine de Carrières sous Poissy. C'est un projet qui ne va pas dans le bon sens, selon Pour nous, ça ne va pas dans le bon sens, si vous voulez, puisqu'aujourd'hui, il y a une urgence qui est sanitaire et environnementale à dépolluer cette décharge. Et elle ne peut pas, si vous voulez, cette urgence, accepter que la dépollution se fasse sous condition d'un nouveau projet. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'explique Christophe Delrieux, c'est qu'il faut déjà trouver un projet pour commencer la dépollution du site. Nous, on pense qu'il faut déjà commencer la dépollution du site, c'est-à-dire mettre en sécurité les habitants qui vivent à 300 mètres de cette décharge où quand même il y a des matériaux dangereux comme de l'amiante, et mettre en sécurité également l'environnement, puisqu'on a la nappe pluviale qui se trouve à 5 ou 6 mètres en profondeur du site. Et évidemment, on peut imaginer qu'il y ait des matériaux polluants ou des liquides polluants qui s'infiltrent dans la nappe alluviale. Donc selon vous, une urgence sanitaire? Il y a une urgence à dépolluer. Ensuite, évidemment, on est tous prêts à se mettre autour de la table pour redonner une vocation agricole à ce territoire qui, depuis les années 2000, en fait, est un petit peu laissé à l'abandon par les élus. Donc, il y a 20 ans, c'était le moment de trouver des projets pour cette plaine. Aujourd'hui, le moment, c'est de dépolluer cette décharge. Alors, vous avez déposé une plainte en avril 2018. Une enquête a été bien sûr ouverte pour trouver les responsables, ceux qui ont déchargé illégalement leurs déchets sur ce terrain. Vous avez aussi, de votre côté, mené votre propre enquête, malgré un arrêté municipal qui interdit l'accès à certains endroits de la décharge. Pourquoi cette démarche de mener aussi une enquête? Bon, écoutez, nous, on trouvait que ça n'avançait pas suffisamment au niveau administratif, mais également au niveau judiciaire. C'est pour ça qu'on était d'ailleurs les premiers à déposer plainte dans ce dossier, ce qui est quand même surprenant que la communauté urbaine, qui est la première impactée dans ce dossier, ne l'ait pas fait, la commune de Carrières sous Poissy ne l'a pas fait non plus. Donc on a décidé de déposer une plainte devant le procureur de la République, et on s'est dit que la meilleure façon que cette plainte avance rapidement, c'était, entre guillemets, d'investiguer de notre côté et de transmettre en temps réel toutes les informations qu'on arrivait à récolter au service de police. Et vous avez d'ailleurs trouvé sur place des déchets de 3 entreprises qui proviendraient de 3 entreprises? Beaucoup plus. On a identifié une quarantaine de chantiers sur Paris et la Petite Couronne. Ensuite, une fois qu'on identifie le producteur de déchets, notre démarche a été de savoir qui était en charge des déchets. Et effectivement, à des moments, on bloque sur certaines entreprises qui nous dit la vérité. Est-ce que c'est l'entreprise qui était chargée du traitement des déchets ou est-ce que c'est l'entreprise qui était détentrice des déchets initialement? Ça, c'est pas à nous de faire le travail, ce sont aux enquêteurs. Et on n'est pas des juges, on n'est pas là pour dire c'est cette entreprise ou celle-ci. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les déchets, ça, vous en êtes propriétaire quand vous êtes une entreprise. Ils vous appartiennent et vous devez assurer leur suivi, leur traçabilité du moment où vous l'évacuez jusqu'au moment où ils se retrouvent dans un centre de retraitement. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on ne peut pas dire que certaines entreprises aient été très limpides dans leur fonctionnement. Alors, l'une des entreprises concernées est basée dans le 93. Nous l'avons contactée par mail. Sa réponse: nous ne comprenons pas pourquoi notre société est impliquée. Des prospectus ont pu être déposés par n'importe qui. Nous n'avions aucunement connaissance d'une décharge sauvage dans le 78. L'ensemble de nos déchets sont évacués en décharge spécialisée avec bon de suivi, et dès lors que le bon est remis à notre chauffeur, nous ne sommes plus responsables de la traçabilité des déchets. Une réaction sur cette réponse? Ne plus être responsable, si vous voulez. Quand vous prenez la possession d'un déchet, vous en êtes responsable. Bon, en l'occurrence, là, ce sont des prestataires, ces gens-là. Ce sont des gens qui font de la démolition de bâtiments. Nous, on a réussi à identifier dans le chantier différents documents qui nous ont ramené une entreprise. Cette entreprise nous explique finalement que l'immeuble dans lequel elle était installée a été démoli dans le cadre d'un projet immobilier. Et coup de chance pour nous, le directeur de cette entreprise, à l'époque, avait pris des photos des entreprises qui intervenaient. Et donc, on a pu identifier les sociétés qui étaient là pour évacuer les déchets. Voilà. Bon. On précise d'ailleurs que les autres entreprises n'ont pas répondu à notre sollicitation. Une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que ce problème à la décharge de Carrières sous Poissy n'est pas significatif d'un problème plus global en France, avec, on le pense forcément, la mort du maire de Signes cet été? Il ne faudrait pas faire davantage de prévention pour que, au final, il n'y ait pas de décharge sauvage, qu'il n'y ait pas d'entreprise de la prévention, mais peut-être qui aussi décharge également des déchets. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en termes législatifs, puisque Brune Poirson, le secrétaire d'État à l'écologie, a présenté un texte, la loi anti-gaspillage justement, qui prévoit que dans le coût de vente des matériaux de construction, il soit intégré le coût de leur retraitement. Et c'est une mesure qui nous semble être indispensable pour que des filières, puisqu'aujourd'hui c'est bien ça le problème, c'est que les filières de distribution de matériaux de bâtiments qui ont normalement l'obligation de mettre en place des
des points de collecte ne sont pas en conformité avec le décret existant. Et je pense que cette loi anti-gaspillage, si elle est bien appliquée, améliorera la situation. Mais aujourd'hui, et je tiens vraiment à le dire à Carrières-sous-Poissy, ce qui est urgent, c'est de définir quelle est l'incidence environnementale et sanitaire de cette décharge. Et j'en appelle encore une fois au préfet des Yvelines pour qu'il saisisse l'ADRIE et l'ARS, puisque c'est lui qui est compétent dans ce domaine. Et on précise qu'une opération de nettoyage citoyen, pour être complet sur ce sujet, sera organisée le 21 septembre prochain à Carrières-sous-Poissy à l'occasion du World Cleanup Day. Merci Anthony Effroy d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de Rives de Seine Nature Environnement. Obtenir une place en crèche, une problématique pour certains parents, des attributions qui peuvent aussi laisser place à une forme de suspicion. En novembre 2018, l'Association des maires de France imagine un vademecum, 10 orientations pour améliorer les relations entre élus et administrés. Une charte qu'a choisi de signer la semaine dernière la ville de Guyancourt. Le reportage de Mélanie Poquet. Elles sont parfois jugées suspicieuses, les attributions de places en crèche. L'Association des maires de France a choisi de créer une charte pour accompagner les élus et faciliter les échanges, signée par Guyancourt le 29 août dernier. La commune propose près de 400 berceaux. Pour l'instant, très honnêtement, ça nous a permis de réfléchir quand même sur la façon d'améliorer nos pratiques. Alors, des choses qui peuvent paraître très anecdotiques, mais par exemple, on a mis en place, depuis notre décision de signer cette charte, de dresser par exemple un procès-verbal à la suite de chaque commission. Une signature à la demande des communes. Le texte a été pensé autour de 10 orientations. Les communes s'engagent à faciliter les démarches d'inscription et à ajuster les critères au fil du temps. À partir du moment où une famille vient voir le maire ou l'adjointe au maire ou l'adjoint au maire, jusqu'au moment où on va lui dire madame, vous avez une place, ou madame, vous n'avez pas de place. Voilà. Donc si vous voulez, il y a 3 étapes dans l'attribution. Il y a le rendez-vous avec les familles, très important, le premier. Il y a ensuite la commission d'attribution qui se réunit, qui va statuer, et il y a après le retour que l'on fait aux familles. La petite enfance n'est pas une compétence obligatoire pour les villes. 6 communes yvelinoises ont déjà signé cette charte. Guyancourt rejoint notamment Versailles. Malheureusement, les vacances sont terminées, mais c'est le moment, en tout cas, de faire un premier bilan de l'activité touristique dans la région Île-de-France. Et pour parler de ce sujet, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV 78. Est-ce que le bilan est positif pour la région Île-de-France ? Plutôt oui, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé fin août à Paris le bilan touristique sur le premier semestre, la période estivale dans la région. Le secteur a enregistré 17,3 millions d'arrivées hôtelières, un chiffre stable par rapport à l'année dernière. Une baisse de 3% a quand même été enregistrée en grande couronne. On écoute la présidente de la région Île-de-France. Nous avions un premier trimestre qui était inquiétant, avec une double contrainte, les mouvements des Gilets jaunes dont les images avaient fait le tour du monde. Et par ailleurs, le Brexit, 2 handicaps cette année que nous avons réussi à surmonter, en ciblant un certain nombre de pays et de publics que nous avons réussi à attirer à Paris. Alors les Italiens, les Espagnols, les Américains, les Japonais et puis les Français. Au total, 9,4 millions de Français sont venus sur la région sur cette période, 30 000 de plus par rapport à 2018. La clientèle internationale représente 7,9 millions de visiteurs. Bon, Mickaël, j'ai ma petite idée, mais quel est le site qui a attiré le plus dans les Yvelines ? Dans les Yvelines, ce n'est pas une surprise, c'est le château de Versailles qui a réalisé les meilleurs chiffres dans le département. 4 millions de visiteurs sont venus voir le site, une hausse de 6,4% qui place le domaine juste derrière le Louvre. Mais la présidente de la région Île-de-France pense que le tourisme dans les Yvelines a encore une marge de progression. Dans les Yvelines, on a la possibilité de développer une offre touristique colossale autour de toutes nos maisons des illustres. Nous avons un certain nombre de châteaux aussi qui sont magnifiques. Je pense à Breteuil, je pense à Rambouillet, je pense à Dampierre, je pense à Mauvière. On a toute une série de musées, de parcs naturels aussi. Parce que le tourisme, ça n'est pas que du musée, c'est aussi la nature, avec le Vexin, avec la vallée de Chevreuse. Donc je pense qu'on peut développer beaucoup plus. L'activité touristique estivale pourrait connaître une très belle arrière-saison. Les perspectives d'un mois de septembre ensoleillé pourrait encore booster les chiffres. Selon 71% des professionnels du tourisme, septembre sera bon, voire très bon. Grégory. On regardera cela avec attention. Merci Mickaël pour cette chronique. Le sport et du baseball avec une première à Montigny-le-Bretonneux. Un match international était organisé le 29 août au stade Jean Maréchal. Rencontre dans le cadre d'un tournoi amical entre la France et le Japon. La sélection nippone était composée de joueurs de ligue industrielle. Cette rencontre a attiré plus d'une centaine de spectateurs dans les tribunes. On écoute les réactions à votre micro, Mickaël Elmidoro.
En tant que représentants japonais, nous voulons bien figurer sur le terrain pour remporter ce match et faire honneur à la sélection de notre pays. Pour moi, le but aujourd'hui est de gagner, mais surtout de représenter fièrement l'équipe japonaise. Il faut être au top tous les jours. C'est très très rare de les avoir, c'est vrai, en France, parce que y a le voyage déjà, il faut qu'ils se déplacent. Et on les a déjà eus il y a 2-3 ans, et c'est vrai que c'est très rare qu'ils viennent. Et c'est vraiment exceptionnel de les avoir en France. Oui. Et pour l'anecdote, les Japonais favoris de la rencontre l'ont facilement emporté sur le score de 22-0. Précisons que le baseball est le sport numéro 1 dans ce pays asiatique. Mon invité à présent est champion du monde, c'est François Marnat. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vous connaît plus communément sous le nom de Francois, ça c'est pour la scène urbaine, la scène hip-hop. Fin août à Amsterdam, aux Pays-Bas, vous avez été sacré champion du monde de house dance lors du festival Summer Dance Forever. Première question, ça fait quoi tout simplement d'être champion du monde ? C'est la deuxième fois. C'est pas de la chance parce que c'est du travail, c'est des années de sacrifice et plein de choses. Mais c'est vrai que ça fait toujours le même effet on n'en revient pas en fait. On n'en revient pas. On est sur un nuage pendant un moment, enfin même pendant très longtemps, parce que c'est vraiment des compétitions que beaucoup de monde aimerait, rêverait de gagner. Donc honnêtement, c'est en un mot incroyable. La house dance, juste pour préciser, c'est une variante du hip-hop. Quelles sont les spécificités ? La house dance, c'est pas une danse qui fait partie de la danse hip-hop. Mais aujourd'hui, dans les battles, on les rencontre souvent, l'une comme l'autre, dans la même discipline. Maintenant, la house dance, c'est une danse qui est née aux États-Unis. Danser sur ce qu'on appelle de la house music, des rythmes assez rapides, sur un BPM qui est de 125, donc beaucoup plus rapide que la rythmique hip-hop. Mais en général, dans des événements comme celui que j'ai gagné ou d'autres comme le Juste Debout, ceux qui connaissent, on va y retrouver ces disciplines, la house dance. Voilà. Juste pour préciser, vous parliez d'un rêve, le Summer Dance Forever. Quelle place il a dans le milieu de la scène urbaine ? Est-ce que c'est l'un des grands événements, le plus grand événement peut-être qui existe ? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire que c'est le plus grand événement. En termes de niveau, c'est vraiment l'événement le plus grand et le plus difficile à gagner, dans notre discipline en tout cas. Voilà, il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est vrai que celui-ci, aujourd'hui, c'est la réunion du monde entier. Voilà, il y avait plus de 180 nationalités dans l'événement. Donc, honnêtement, cet événement à Amsterdam qui se passe tous les ans au mois d'août, c'est vraiment un des plus attendus en tout cas dans ce milieu. Et en finale, vous avez été opposé à Néné, une américaine venue de New York. Racontez-nous, ça a été difficile. Je crois qu'il y a eu 15 passages chacun pour vous départager. Au total, dans l'événement, il y a eu 15 passages. D'accord. Voilà, après cette finale, il y a eu 4 passages. Okay. Maintenant, c'est on rencontre différents styles. Là, par exemple, Néné, que je respecte énormément, que je connais depuis assez longtemps à travers les vidéos, mais c'est la première fois qu'on se rencontre en compétition. Et très honnêtement, c'était un échange très enrichissant. Après, la décision, à un moment donné, ne dépend plus de nous. On donne le mieux on y va à fond, on essaie de donner tout ce qu'on peut. Et puis ensuite, le résultat, comme j'ai dit, ne dépend pas forcément de nous. Donc l'un ou l'autre, c'était mérité pour moi. Voilà, maintenant, c'est moi qui ai gagné. C'était incroyable. Et puis ça aurait pu être elle aussi. Ça aurait été incroyable pour elle aussi. Donc ça reste une très très bonne expérience. Et à quoi vont ressembler du coup les prochains mois pour vous ? Est-ce que vous avez participé à d'autres événements en cette qualité de champion du monde ? Alors, je pars en Argentine dès demain, pour un événement en question. Enfin, il y a pas mal d'événements que je fais, il y a pas mal de voyages, etc. Mais après, de mon côté, je suis beaucoup plus basé dans ma ville, à Mantes-la-Jolie. Voilà, je suis issu du Val-Forêt, je suis vraiment dans une certaine transmission. Et ça, je l'ai depuis mon plus jeune âge parce que si j'ai gagné cette compétition, c'est grâce à une seule unique personne qui s'appelle Capella, c'est mon frère. Voilà, donc, et qui vous avez remporté Juste Debout, c'est ça, en 2016 ? Exactement, et qui a gagné aussi cet événement-là des années avant, le Summer Dance Forever. Donc c'est juste, une suite logique. C'est un peu de famille. Donc je suis beaucoup plus dans la transmission avec mon association Start to Step à Mantes-la-Jolie. Donc on fait des cours, on essaie de transmettre aux plus jeunes pour que ça fasse une chaîne, en fait, que ça continue. Et puis voilà. Alors, vous parliez de cette victoire à Juste Debout. En 2017, vous avez été aussi désigné champion de France de breakdance lors du B-Boy France. Là, les prochains mois, pour vous, ils vont ressembler à quoi ? Est-ce qu'il y a d'autres compétitions pour vous ? On a peut-être dans un coin de sa tête les JO. Il y aura le breakdance aux JO. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs ? Pas du tout ? Non, parce que c'est pas la même discipline.
Au JO 2024 à Paris, je précise. C'est ça, oui, exactement. Mais c'est pas la même discipline. Oui. Évidemment, vous êtes vraiment dans la house dance. Voilà, dans la house dance. Et puis après, je suivrai de très près parce que ça fait partie de notre culture. Mais là, les prochains mois, en fait, ça sera vraiment la concentration sur mon association, nos événements. Et puis en parallèle, évidemment, les voyages, les cours, enfin tout ce qui est autour de ce milieu. Vraiment, pour moi, deuxième fois sacré champion du monde, c'est vraiment énorme, mais il n'y aura pas un énorme changement parce que voilà, j'ai des objectifs bien précis. Après, il y aura toujours des opportunités qui vont se présenter grâce à cette victoire. Mais voilà, l'idée pour moi, c'est vraiment de me focaliser sur cette transmission et puis faire évoluer les miens comme moi j'ai pu évoluer grâce à mon frère. Bravo en tout cas Francois pour ce titre de champion du monde. Je Merci. précise qu'on peut aussi suivre votre actualité sur votre Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Un mot de vélo pour refermer ce journal. Le département a accueilli la 19e édition du Paris-Brest-Paris. Cet été, un rendez-vous cyclotouriste organisé tous les 4 ans. Et des milliers de sportifs venus de 66 pays se sont élancés à la bergerie nationale dans le parc du château de Rambouillet. Ils ont traversé 5 régions et 181 communes. On écoute l'un des organisateurs au micro de Gwenaël Saint-Hilaire. En termes de fréquentation, un niveau de participation jamais connu cette année, 6674 participants, 534 femmes, 66 pays représentés, c'est tout juste exceptionnel. Un petit aménagement à faire, on n'avait malheureusement que 22% de Français, c'est un chiffre un peu bas pour une telle randonnée sur le territoire français. À la fin du 7-8 journal, merci de l'avoir suivi et belle soirée sur TV78.